Allez. Salut, 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 salut. Ouais. Ok. Le conte de la princesse Kaguya est un film animé du studio Ghibli sorti en 2013 et il est réalisé par Isao Takahata, une masterclass que vous connaissez pour Le Tombeau des Lucioles et dont j'aurai largement l'occasion de reparler tout au long de cette rétrospective. Parce que comme vous l'avez sans doute remarqué, je suis un gros inculte de merde qui n'a vu aucun de ces films. Et du coup, maintenant j'en ai eu un. D'ailleurs c'est un peu ironique sachant que c'est son dernier film avant qu'il meure en 2018. Je commence un peu par la fin. Le film raconte donc l'histoire d'un vieux coupeur de bambou qui trouve par hasard, ou peut-être pas, une sorte de fée ayant poussé dans un bambou. Il interprète cela comme un signe des dieux et décide de la recueillir puis d'en faire plus tard une princesse célèbre. Une adaptation d'un des contes Putain! Notez aussi que le film est l'adaptation du conte japonais Kaguya Hime, un conte très ancien qui, si j'ai bien compris le délire, est l'un des premiers qui a été écrit dans le pays. La première partie va donc se centrer sur l'enfance de 3 jours de cette jeune fille, qui grandit à une vitesse assez folle vu qu'elle est issue d'une plante. Et on sait pas trop comment ça marche, parce que j'ai regardé sur internet, la durée de vie d'un bambou c'est 2 ans. Mais du coup, est-ce qu'elle continue à grandir comme une humaine après? Est-ce qu'elle s'arrête net d'un coup, sans grandir plus durant sa vie? Est-ce qu'elle est immorte? Tout le monde s'en branle, on continue. Bref, et qui du coup va d'abord découvrir le monde à la campagne et même tomber sous le charme d'un gars random, mais pas si random que ça vu qu'en fait il est doublé par Donald Renew. Ah, l'art de caster une voix reconnaissable entre mille sur un perso totalement osef mais qu'il est important qu'on retienne pour la suite du scénario. Puis elle va délaisser cette vie pour devenir noble à la capitale sur la vie de ses parents. Et la seconde moitié sera centrée sur les responsabilités qu'elle doit affronter une fois adulte. Enfin, les responsabilités d'une princesse dans le Japon féodal, quoi. Donc le mariage, si vous l'aviez pas compris. Ah, il y a une histoire de dieu vers la fin aussi. Alors, premier truc à noter avant même de parler de l'histoire, des personnages et de tout le pataquès, l'animation. Vous l'avez sans doute remarqué, sauf si vous êtes aveugle auquel cas je vous le dis, l'animation du film est un mélange d'aquarelle, de pastel et de crayonné. On se retrouve avec des contours apparents, des nuances de couleurs flagrantes et des traits à la main levée. Ça donne l'impression d'un style de dessin vraiment ancien, à l'image des illustrations du Moyen-Âge qui accompagnaient justement les histoires et les légendes de l'époque. Que ce soit en Europe ou dans les pays asiatiques. Takahata a clairement voulu créer une estampe traditionnelle en mouvement pour adapter le conte de la princesse Kaguya, et c'est vraiment majestueux. Les décors, les expressions de visage, les fluides, les souffles et autres plasmides sont hyper percutants et ils suffisent en eux-mêmes pour raconter l'histoire. Je comprendrais qu'on puisse être un peu repoussé par l'aspect simple du trait, et encore faites un effort d'ouverture les mecs, mais ce qui est sûr c'est qu'on ne peut pas en ressortir sans avoir au moins retenu quelques plans marquants. A noter que l'aspect peinture ancienne se ressent aussi dans la mise en scène avec beaucoup de ce qu'on appelle par abus de langage des plans fixes. Bah oui, parce que c'est de l'animation de dessin, il n'y a pas de caméra, donc tous les plans sont fixes. Là, c'est juste le décor et les éléments du film qui défilent en synchronisation pour donner l'illusion d'un mouvement de... Enfin bref. Plan fixe donc, qui crée plusieurs séquences où les éléments du film se déplacent dans des décors figés, comme si les personnages d'une peinture bougeaient dans celle-ci. D'ailleurs, dans des scènes en extérieur, on remarque un léger dégradé de blanc sur les bordures qui isole l'image dans le cadre. On pourrait clairement juste prendre des screens du film et les encadrer que ça ferait de super tableaux. D'ailleurs, même si je rapproche ça de la peinture, ça reste un procédé très cinématographique, vu que du coup l'image reste en mouvement et qu'elle exprime toute l'histoire visuellement. Bon, si on me demandait de choisir, c'est clairement pas mon style d'animation japonaise préféré. Mais je préfère quand même ça à l'animation intégralement par ordinateur comme ça se fait dans tous les animés actuels en fait. Attention, je suis pas en train de dire que tous les animés actuels sont moches ou que j'aime pas, c'est juste que mon petit cœur de boomer, même si c'est pas vraiment l'âge pour, préfère largement cette animation à celle-là. Bon, pour chipoter comme un gros relou, il y a quand même certains passages qui manquent d'images par seconde, parce que ok, le mouvement saccadé c'est clairement une intention artistique, mais quand ça vient en contradiction avec des scènes qui auraient clairement dû être en sakuga, c'est assez dommage. Bon ça, et puis cet étrange plan utilisé 2 fois de suite dans un cut sauvage, on dirait presque une coupure pub. Mais c'est pas les seuls reproches que je vais faire au film, et là on entre dans la partie scénario, histoire, personnage. Alors déjà, c'est le genre d'histoire où si t'es pas pris dedans et que tu cherches juste à avoir du Ghibli traditionnel avec du voyage, de l'action, de l'amour, du sang, tu vas être déçu parce que c'est pas du tout le délire. Le film pose une ambiance majoritairement lente. Les personnages sont lents, les mouvements sont lents, les dialogues sont lents, et en fait tout traîne pas mal en longueur pour qu'on puisse s'imprégner de toutes les émotions recherchées. Et en prenant en compte le fait que l'héroïne n'a pas vraiment de but tout du long... Bon, et commencez pas à me sortir les définitions dictionnaires pour me dire que j'ai tort et que si, elle a un but techniquement. Oui, mais c'est de rester libre. Un but pour rien faire quoi.
et qu'on comprend même pas vraiment ce qu'elle fait là avant la fin, on peut vite se dire qu'il se passe rien. Ce qui est bien sûr évidemment faux, mais je pense que le public, surtout occidental, est largement amené à le penser pour au moins 2 raisons. Et pour comprendre la première, on va revenir sur l'intégralité du synopsis. Il y a donc une princesse des bambous qui naît à la Cambrousse. On voit qu'elle est proche de la nature et qu'elle a une semi-romance avec Donald Renew, et là, paf, élément perturbateur. Son père veut en faire une noble et donc la marier à un mec important. Ce qui reste logique vu que le gars est un papy japonais du 5e siècle, donc ce serait le summum pour sa fille selon lui. Sauf que la gamine, bien qu'hyper douée et hyper belle, elle se révèle turbulente et assoiffée de liberté, même si elle veut pas faire de peine à son père. Ce qui est aussi logique vu qu'on l'a vu aimer la liberté que lui offre sa vie en milieu rural. Et à un moment, elle va même fuguer et se rendre compte que tous ses anciens amis, dont Donald, sont partis de leur campagne pour trouver un autre coin à bambou. D'ailleurs j'en profite, à ce moment-là et aussi à 2-3 autres moments dans le film, on a une distorsion du temps assez sympathique. C'est-à-dire que Donald aura grandi et changé de situation entre chaque scène, passant d'un gamin des rues jusqu'au père qui a déjà une femme et un enfant, et Kaguya, elle n'aura pas changé de situation, ce qui fait que ça crée un décalage assez sympathique. Décalage déjà entre le monde de la noblesse et le monde des pauvres, qui est pas du tout sur le même plan dans le film, et aussi pour Kaguya parce que ça donne cette espèce d'impression de prison temporelle au palais. Vu qu'elle a l'impression de stagner et d'en revenir toujours au même problème à l'intérieur, mais qu'une fois qu'elle en sort, le monde autour d'elle a complètement changé. Bref, et donc quand 5 princes vont venir la voir, elle va réussir à tous les repousser en leur disant « Voilà, vous dites que vous décrocherez la lune, bah j'attends de voir ça bande de tarbas !» Du coup ils y vont. Le premier ramène un arbre censé être légendaire mais qu'il a fait fabriquer, le second a mis toute sa fortune pour produire une étoffe qui ne peut pas brûler mais quand il fait le test, il finit ruiné. Le troisième quitte sa femme, sa maison et prend son épée pour aller buter un dragon mais au final il se chie dessus. Et putain, je m'interromps mais la scène du dragon elle est tellement dantesque. Je crois que c'est la meilleure scène du film. Le quatrième essaye de lui jouer de la flûte avec une poésie et elle se laisse presque embobiner mais il s'avère que c'est un collectionneur de femmes. Et le dernier crève. Ouais, elle a quand même ruiné la vie de 2 mecs et envoyé un troisième à la mort pour éviter le mariage, donc ça devient un peu plus chaud à supporter. Parce que foncièrement, c'était peut-être pas la meilleure des stratégies de possiblement les envoyer chacun au casse-pipe, mais d'un autre côté, le mariage arrangé c'est quand même injuste, donc on est face à une situation tendue où tout le monde a sa part de responsabilité, même Kaguya qui n'en veut pas. Du coup, quand l'empereur lui-même vient lui demander sa main, elle blague plus et décide de se suicider après coup si on la force à y aller. Ambiance de folie! Et ça, c'est le déroulé pendant 1h45 avant la résolution. Et du coup, c'est vrai que même si tout ce que je viens de décrire donne l'impression d'un scénario vraiment intéressant et subtil avec une vraie direction, une vraie vision, bah 1h45 pour arriver à ça, ça peut en faire piquer du nez plus d'un. Et l'animation inédite rattrape vraiment pas tout. D'autant que l'univers est pas plus développé dans des scènes à part ou autres. C'est vraiment des gens qui parlent mollement pendant 3 des 4 quarts d'heure du film. Et autant ça appuie pas mal l'ambiance comme j'ai dit, avec des contrastes entre les environnements nobles qui sont froids et dénaturés de la réalité avec des faux semblants, une bonne tenue, du maquillage, etc. En contradiction donc avec les instants dans la nature, dans la forêt ou le jardin qui apportent de l'oxygène à l'héroïne. Mais autant le rythme fait piquer du nez à certains moments. Surtout que comme je l'ai dit, il y a vraiment beaucoup de descriptions visuelles ou textuelles de ce qui se passe et pas mal de semi-monologues, donc voilà quoi. Et les personnages, bah en vrai il y en a qu'un seul. Tous les autres sont vraiment de grosses fonctions pour le coup. Parce qu'à part Kaguya, ils ont tous un seul trait de personnalité et un seul rôle à jouer. Certains sont marrants, hein, je dis pas, mais ça va pas plus loin que ça. Les parents sont très attachants dans les scènes où ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour comprendre ce qui arrive à leur fille et faire le mieux pour elle. Mais ça sort pas de leur fonction quand même. Et je parle même pas de Donald, à part la voix qui transmet toutes les émotions à elle seule, le mec a un regard vide comme pas possible. J'imagine même pas en VO le manque d'émotion que ça doit donner. Bon, je vous l'avoue, je devais regarder des scènes en VO pour comparer au départ, mais j'ai vraiment eu la flemme après coup, je me suis endormi, c'est terrible. Le récit est très centré sur Kaguya, qui pour le coup est un peu plus développé, mais pas de ouf non plus. On sait qu'elle aime bien s'amuser dans la nature, qu'elle est compétente dans tous les domaines et qu'elle a une grosse remise en question durant le film, mais ça va pas plus loin que ça. Et surtout, elle fait assez pâle figure comparée à d'autres princesses Ghibli ayant à peu près le même rôle. Princesses de dessin animé en général même, vu que son histoire est assez proche de celle de Jasmine, de Fiona ou de Elsa, qui sont de bien meilleures héroïnes, même en étant pas centrales. Ce qui fait que du coup, même si elle est très mignonne et très futée, j'ai pas vraiment un gros affect pour elle. C'est un peu random en fait. Bon, ça et l'autre problème que je voulais évoquer depuis tout à l'heure. Et attention, même si je parle de problème, c'est pas un défaut du film en soi. Enfin si, mais dans le sens où ça le rend bizarre. Parce que bon,
Si j'y vois ce qu'il faut voir, le film parle clairement de la haute société japonaise et du traitement des femmes de l'époque, qui, de ce que j'ai compris, n'a vraiment changé qu'il y a moins d'un siècle. Et encore, vu les études montrant le machisme latent du pays encore aujourd'hui, du coup on place une héroïne forte et maligne tout en étant ingénue de base dans cette société très réglementée et qui lui colle des responsabilités dont elle ne veut pas. Elle doit côtoyer les habitudes très traditionnalistes de son père, tout en maraudant pour échapper au mariage arrangé. Mais au final, elle se rend compte peu à peu que ses responsabilités ont un poids et qu'elle ne peut pas les envoyer bouler sans briser des vies, dont la sienne. Au point où même les dieux s'impliquent dans l'affaire pour la ramener chez eux vers la fin. Oui, parce que twist, en fait Kaguya vient de la lune et c'est les dieux qui l'ont envoyée sur Terre, mais ils veulent la récupérer. Et sous couvert de cette histoire sur le système aristocratique et les déités, on a finalement un bon petit message sur la famille, les difficultés de compréhension entre parents et enfants, la construction des adolescents, et les choix qu'ils peuvent avoir à faire dans la vie. Parce que finalement la situation est assez assimilable à quelque chose de réel. Je veux dire, rien que l'intrigue de la fille née à la campagne qui se retrouve sans prévenir à devoir déménager vers la ville et qui aura du mal dans sa nouvelle vie, c'est une situation vécue par beaucoup de monde dans la réalité. Et si le film allait jusqu'au bout dans ce sens, on aurait une morale sur la façon de gérer ses responsabilités et de trouver sa voie, un peu en mode Kiki la petite sorcière. Et là, dans la phase finale du film, tu t'attends à ce qu'il réussisse à concilier les deux, genre assumer ses responsabilités et son destin envers les dieux, tout en décidant comment le faire pour quand même garder sa liberté. Non. 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 Et non, à la fin du film, elle se fait emmener par les dieux contre son gré, elle se fait laver le cerveau pour tout oublier, ses parents et ses amis la pleurent, et puis fin. Il y a bien un moment où les enfants chantent et ça semble stun les dieux un moment pour que ses parents puissent la rattraper, mais elle part quand même. C'est décevant. Et ce que je viens de vous décrire là, c'est aussi la fin du conte original, même s'il y a juste un passage de plus où l'empereur envoie un message de fumée vers la lune depuis le mont Fuji, et c'est l'explication mythique de pourquoi il y a de la fumée lors des éruptions. Mais du coup, c'est quoi le message du film? Assume ton mariage même s'il est arrangé, sinon les dieux t'enlèveront à tes parents, l'empereur et les dieux sont au-dessus de toi, ferme ta gueule, ou Wallah Bouddha il va te goumer si tu fais la folle. Surtout que les dieux qui descendent, ils sont franchement pas sympas. Genre, ils disent que les humains c'est des grosses merdes, en plus ils emmènent Kaguya alors qu'elle supplie en pleurs pour rester. Du coup, ils gagnent quand même sans aucune concession, parce que c'est même pas comme si c'était pour sauver le monde ou quoi qu'elle s'en va. Comprenez-moi bien, j'ai rien contre les fins pessimistes, mais il faut quand même qu'elles aient un minimum de sens. Sinon c'est comme les happy end trop faciles où les persos gagnent parce que scénario, mais juste appliqué à une situation inversée. Et autant je comprends ça dans un conte ancien qui repose sur la magie, la mythologie, et qui glorifie les dieux, l'empereur, etc. Mais là c'est extrêmement bizarre, surtout que encore si le film était une adaptation stricte j'aurais rien dit, mais en fait il prend énormément de liberté. Surtout que c'est le film qui donne avec sa réécriture de l'histoire un côté fort et indépendant à Kaguya, son côté malin, etc. Mais c'est même pas pour lui donner justice à la fin, alors que techniquement elle a relevé toutes les péripéties là. Enfin je sais pas moi, c'est comme si dans La Petite Sirène, ils avaient fait toutes les modifications qu'on a eues au final dans le film, mais qu'il soit dit qu'ils allaient quand même faire mourir Ariel à la fin parce que c'est pas assez fidèle sinon. La démarche du film me paraît bizarre en fait, j'ai vraiment l'impression que je ne sais qui, que ce soit Takahata, les autres scénaristes ou encore les producteurs, ne voulaient surtout pas changer la fin, quand bien même on est clairement face à une version modernisée du conte. Ça donne un mélange bâtard entre un film purement dans le style Ghibli et qui assume quand même pas son adaptation jusqu'au bout. Et ça fait revoir le film assez différemment après coup. Mais malgré tout ça, j'ai pris mon pied devant le film. Je me suis retrouvé pris dans beaucoup de scènes qui marchent malgré le fond assez léger. En fait, la mise en scène fait vraiment beaucoup pour compenser ça, et c'est efficace. Que ce soit le simple passage où Kaguya rigole après avoir retourné la situation à son avantage, sa fuite du palais ultra vénère avec une animation déformée classieuse, ou encore l'avancée des dieux sur une musique un peu chelou. Tout est super prenant, et rien que pour ça, je vous recommande de le voir au moins une fois. Et d'ailleurs, je critique le film sur son adaptation du conte vers la fin, mais c'est vrai qu'il y a quand même énormément de réussite côté adaptation. Déjà, rien que le fait que la mentalité moyenâgeuse soit conservée, mais qu'elle ne rend pas les personnages insupportables. Le film vaut le coup pour le visuel et la force que l'image donne aux scènes. J'ai pas encore parlé du doublage non plus, et je regrette pas de regarder les films en VF, parce qu'ici c'est encore du triple A niveau casting. Avec Adeline Chetaille, Claire Barada, et évidemment, comme je l'ai répété 10 fois depuis le début, Monsieur Reignoux. Et même les comédiens que je connais moins donnent vraiment de la vie aux personnages, qui du coup sont reconnaissables grâce à eux, quand bien même il manque d'identité dans l'écriture. En bref, le film a une qualité de production indiscutable et ça sert vraiment de fondation pour soutenir une histoire un peu fragile mais ayant un réel fond. Le film est assez maladroit et il a plus de défauts que je ne le pensais, c'est sûr. Et il squattera seulement le milieu de mon classement personnel des films du studio, mais il aura quand même un solide appui qui ne risque pas de descendre avec le temps, je pense. Tiens d'ailleurs, faudra que je pense à en faire une tier list à la fin de cette série de vidéos, moi. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'attends votre avis en commentaire sans vous en demander plus, et la prochaine fois on parlera du tombeau des Lucioles. Salut! J'ai chaud.